Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois comme à chaque début de semaine pour le débriefing F1, c'est sur motorcv.com et c'est toujours en compagnie de l'excellent Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Vous allez me faire rougir, salut FB, salut à tous. Alors beaucoup de questions encore cette semaine Jean-Luc. Nous sommes entre deux grands prix, entre le Grand Prix de Turquie bien évidemment et le Grand Prix du Canada. Avant de parler du Grand Prix du Canada, qui est un Grand Prix qu'on aime bien, disons-le franchement, il y a de l'actu qui a continué en F1, tu sais que ça ne s'arrête jamais. Il y a la minute où on parle, eh bien, on vient d'apprendre que Mark Webber avait été confirmé par Red Bull pour être pilote chez Red Bull Racing en 2011. Alors, est-ce que ça te surprend éventuellement? Comment tu interprètes cette confirmation que Webber sera reconduit chez Red Bull l'an prochain? Non, ça ne me surprend pas dans la mesure où on avait vu ce communiqué formidable où les deux pilotes étaient donc ensemble, etc. Tu parles de la photo où ils sont tous les deux comme ça. Voilà. Elle est sympa cette photo. Oui, c'est sympa. C'était bien joué en com. Oui, non mais en com de toute manière, ils sont très très forts chez Red Bull. On avait bien compris que c'est en gros on passait l'éponge dans un bon esprit. Bon, moi j'attends de voir sur la piste, notamment au prochain Grand Prix et les suivants, ce qu'il en est véritablement. Bon, c'est clair qu'ils ont des consignes très précises pour ne pas s'accrocher. Alors maintenant, au plan du renouvellement des contrats, on sait qu'on est en train d'essayer peut-être de faire signer Vettel jusqu'à la fin 2015. Eh oui. Il a déjà un contrat jusqu'à fin 2012. On essaierait de le faire signer pour 3 années supplémentaires. C'est-à-dire que c'est vraiment un partenariat à long terme. Et si quelqu'un en doutait, on avait bien compris que la marque investissait sur le long terme, sur le jeune pilote allemand. Bon, c'est très clair. De manière, pardon, un petit chat dans la gorge, de la manière à l'amener jusqu'à ce titre de champion du monde qu'on attend pour lui, peut-être cette année, ou en tout cas dans les années qui viennent. Alors, en ce qui concerne Mark Webber, on savait également qu'on était sur des contrats d'1 an. Uniquement. Oui. Alors là, c'est une réponse en quelque sorte pour justement sécuriser chacun en disant « Vous voyez bien qu'on est copains, vous voyez bien que tout se passe bien, puisqu'on vient de le signer à nouveau. » J'y vois quand même, comme par hasard, un lien entre les deux. Bon, il n'est pas illogique non plus à ce moment de la saison de sécuriser le pilote. Et puis peut-être Webber commençait-il à être courtisé également par ailleurs. Il ne faut peut-être pas l'écarter non plus, parce que c'est quand même un pilote qui, là aussi, se bat pour le titre de champion du monde. Il n'est pas exclu de penser qu'il le devienne. Donc, ma foi, c'était une belle opportunité. Il fallait pour Red Bull. Voilà, bon, disons que tant mieux. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à autre chose. Bon. Alors, encore beaucoup de questions, je te le dis franchement, sur le forum de motorstv.com, sur cet incident, cet accrochage Vettel-Weber, vraiment qui a défrayé l'actualité, c'est normal. Écoute, il y a Flo62, il y a Senando, il y a Johanna Ou, j'espère que je prononce bien, OUW. Et ce sont des nouveaux inscrits sur le forum. Chaque semaine, on accueille des nouveaux et bien sûr, on sélectionne vos questions. Ça fait partie du jeu. Alors, il y en a qui disent, est-ce que c'est quand même pas Vettel qui avait la pression? Comment tu vois ça a posteriori? Est-ce que c'est pas Weber qui est vraiment trop rugueux en piste? Avec un peu le recul, 10 jours plus tard, comment tu revois cet accrochage? Je crois qu'il est très clair aujourd'hui que la responsabilité incombe naturellement à Vettel. Ça, je crois que personne ne peut le nier. Bon, que Weber n'ait pas facilité la démarche, c'est une évidence, et la manœuvre. Mais Weber l'a dit, moi je n'ai pas dévié d'une ligne, et les faits le confirment, les images le confirment. Et c'est Vettel qui, un petit peu pressé d'en découdre et de passer devant, encore une fois, puisqu'apparemment, les pilotes savaient que l'autre avait baissé d'un tout petit ton, c'est-à-dire Weber. Donc Vettel savait qu'il avait, lui, pour le moment, en tout cas, à ne pas baisser son fameux régime de carburant. Bon, tout ça, ça me paraît un peu habillé. Si je peux me permettre, moi, seule l'équipe le sait, seuls les pilotes et les ingénieurs le savent. On va croire que c'est vrai, on va faire semblant de croire que c'est vrai, admettons. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi n'a-t-on pas dit clairement à Weber, tu vas baisser de rythme? Il y avait quand même les deux autres derrière. Je rappelle quand même qu'il y avait les deux McLaren Mercedes, et à quel point agressive. Donc dire à Weber, tu réduis ton rythme un tout petit peu, c'était mettre évidemment Vettel dans une position délicate, parce qu'il avait à la fois à parer les attaques des deux pilotes McLaren derrière, et également à prendre le dessus. Donc là, c'est une situation qui est mal gérée, moi j'ose le dire, j'y vais clairement là aussi, de la part de Red Bull, de deux choses l'une, où on réduit le rythme de Weber. À ce moment-là, on dit à Weber, bon écoute, tu te ranges un peu, tu laisses passer Vettel, et pour le coup, il va retenir les deux autres, et on sait très bien où on va. Ok, mais c'est pas très populaire, c'est pas très... Ou alors, on les laisse en priant pour que ça se passe bien. Ben non, ça se passe mal, parce que Vettel voit le tout petit trou, il passe, et puis il se rabat trop tôt. Enfin, c'est clair. Sur la responsabilité de l'accident lui-même, je crois qu'il n'y a plus photo. Je sais que certains d'entre vous, et c'est normal, ne seront pas d'accord avec moi, mais Vettel, on fait trop vite. Voilà. Ou alors, comme je le disais, il devait attendre d'aller plus loin, mais il savait très bien qu'il ratait son freinage et qu'encore une fois, Weber se dédoublait instantanément. Donc, il pouvait même perdre peut-être sa deuxième place au bénéfice d'un ou des deux pilotes McLaren. C'est pas très bien géré au niveau de l'écurie, quoi qu'on en dise. Alors maintenant, prier pour que ça se passe bien, c'est pas toujours suffisant. Et puis on s'est aperçu, dans les jours qui ont suivi cet accrochage, qu'il y avait toujours des clans chez Red Bull, c'est avec normal. l'éminence grise de Mateschitz et Helmut Marko.
Personnage, bon, pas forcément sympathique. Pas très sympathique, soyons crus. Bon. Et d'ailleurs, les réponses, là aussi, un communiqué qui a été publié, réponse lapidaire, c'est le cas de le dire. Non, il n'y a pas de problème, on n'en parle plus. Bon, ok, merci, circulaire, il n'y a rien à voir. C'est quand même le débat. Bon, enfin, c'est il y a forcément Horner et Niue, même, je vais peut-être inclure, qui sont là au attention, parce que là aussi, il y a bipolarisation. Le patron de l'équipe, c'est bien Christian Horner, mais le docteur Helmut Marko, lui, est l'oreille de Dietrich Mateschitz, donc le financier, le patron, le milliardaire, le patron de Red Bull. Donc là, il y a peut-être un peu, il va falloir clarifier un peu le débat. Tout à fait. Alors rapidement, question de Mathieu M88 et de d'AVB, D-A-V-E-B-E. Ils reviennent sur Mercedes et Rosberg. Ne doit-il pas s'inquiéter parce que Schumacher là a bien remonté la pente? S'inquiéter peut-être pas, mais se dire que finalement l'avantage dont il semblait bénéficier sur le terrain depuis le début de la saison est en train d'être rogné, et très clairement sur même pas les deux, les 3 derniers Grands Prix remis en cause, puisque à tout le moins, Schumacher s'est remis au niveau de Nico Rosberg. Donc, ça veut dire que oui, s'il y a des gros points à prendre, c'est peut-être maintenant, peut-être plutôt Michael Schumacher qui les prendrait plutôt que lui. Alors, il ne faut pas qu'il s'installe non plus. Là, il faut reprendre la main. J'allais dire, c'est au Canada que ça va jouer. Ça va être un bel affrontement avec des machines, je le répète une nouvelle fois, un petit peu en retrait pour le moment. Très clairement, ce sont les leaders de la nouvelle bande des 4, mais derrière les 2 premiers. Alors, on va voir s'il y a une redistribution des cartes au Canada avec un circuit atypique, encore une fois, très grande vitesse de pointe. Donc on sait que les moteurs Mercedes, par parenthèse, on l'a appris, puisque de l'aveu induit là aussi de Red Bull, qui souhaite continuer avec Renault, on dit chez Red Bull, on a 20 à 30 chevaux de moins que la concurrence. Lire les moteurs Mercedes, évidemment, de Mercedes et de McLaren Mercedes. Donc on va voir comment ça se passe, entre guillemets, le compromis appui aéro qui va bien servir les Red Bull dans les courbes rapides et puis les courbes lentes, la motricité pour ressortir des épingles, et puis cette grande vitesse de pointe au moins à 2 endroits. On va parler du Grand Prix du Canada, de ce circuit, de son histoire et de tout ce qu'on aime bien. Dernière question sur les équipes, Jean-Luc. En 30 secondes, dis-nous, comme te le demande AP et Rechef, qu'est-ce que tu penses de Lotus ce début de saison? Est-ce qu'on peut espérer un jour des points marqués par Lotus? Ce sont les leaders des nouvelles équipes, de toute manière avec un nom aussi prestigieux et des gens aussi compétents que Mike Gascogne et expérimentés que les 2 pilotes, naturellement, Jarno Trulli et Heikki Kovalainen. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ça. Alors là, on vient de recruter 3 ingénieurs, là tu me pardonnes, j'ai noté ici Mark Smith, Marianne Hinson et Lewis Butler. C'est pas des grandes stars. Oui, je regarde mon papier quand même. Ce ne sont pas des grandes stars. Oui, mais il y a Geiger donc avec Force India. Avec Force India qui est 6e quand même au classement général provisoire du championnat avec 32 points là aussi de mémoire. Donc ça veut dire que on se bat pour des ingénieurs qui sont peut-être pas encore des grands noms, mais appelés à le devenir. Je rappelle quand même que Force India était une écurie qui s'est régulièrement, je dis été parce qu'on peut parler jusque-là, j'espère que ça va continuer pour eux, qui pénétrait dans le top 10, tant en qualification qu'en points. Donc ça veut dire que c'est... D'ailleurs, Force India se défend. Va certainement intenter une action, peut-être en justice. On va négocier ou demander des sous, peut-être à Lotus, en disant, ok, on vous les cède s'ils veulent plus rester. Parce qu'on ne fait pas venir quelqu'un contre son gré, mais ça va vous coûter des sous. Bon, en tout cas, ça veut dire que, Affaire à suivre.